IDFM 98 de la bande FM Radio Anguin, IDFM 98.fr sur toute la planète Terre. Que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions? Ça va être le sujet de notre émission aujourd'hui avec Flore de Clercq, qui est, on peut dire... communicatrice animalière. Communicatrice animalière, et qui vient de publier chez Le Courrier du Livre. Que disent donc les chats quand on leur pose les bonnes questions? Flore de Clercq, comment vous avez fait pour vous retrouver communicatrice animalière? C'est une très longue histoire, c'est-à-dire que il y a 20 ans, j'ai découvert que j'avais des capacités que j'appelle extrasensorielles, que je percevais beaucoup d'émotions, que je voyais les auras, les chakras. Et donc progressivement, j'ai développé ces capacités en parallèle à mon travail. Et puis surtout, c'était compliqué pour moi de le dire autour de moi, de dire ces capacités autour de moi. Donc j'ai quand même travaillé sur les personnes, j'ai quand même développé ce côté de vision de l'aura, d'écoute des chakras. Et je communiquais à distance déjà avec les hommes. Et lorsque j'ai eu un compagnon chat, lui-même tout de suite m'a sollicité d'être écouté. 10 jours après son adoption, il a sollicité mon écoute. Et c'était tout à fait normal pour moi de l'écouter, et je n'avais pas envisagé d'écouter les autres animaux. Et puis un jour il est parti, et de ce jour-là j'ai écouté tous les autres animaux. Alors il est venu vers vous ou vous avez été le chercher, ce chat? On l'a adopté, donc on est allé l'adopter dans une association. Oui, parce que souvent les chats c'est eux qui nous adoptent aussi. Hein. Oui, non, là c'est mon mari qui l'a choisi. Ils viennent chez nous et ils s'installent. Oui, et c'est pas le cas. Là c'est vraiment mon mari qui l'a choisi, et ce chat a tout de suite perçu qu'il avait 2 mois et demi quand nous l'avons adopté, un peu jeune, mais et tout de suite il a senti que je pouvais l'écouter, et il a réclamé à être écouté. Après vous dites qu'il est parti, il a fait une fugue, il est parti, il vous a quitté. C'était un chat qui refusait totalement d'être castré. Donc je l'ai laissé vivre sa vie, j'ai respecté ses demandes, je l'ai laissé vivre sa vie telle qu'il le souhaitait. Et un jour, il était en colère parce que je voulais le soigner. Il refusait d'être soigné à 5 ans et demi, il ne voulait plus être soigné. Et il est parti en colère. Et de ce jour, j'ai communiqué tous les jours avec lui à distance. Et il n'est pas rentré, il est mort en route. Il est mort en route. Cette histoire de colère est intéressante parce que j'ai une amie, moi, qui m'a dit que là où elle habitait, il y avait un grand jardin et que ce jardin, finalement, ils ont coupé les arbres, ils ont mis des maisons, ils ont occupé le terrain et que le chat a fait un cancer foudroyant du foie. Donc c'était une histoire de colère. Sur le moment, j'ai un peu rigolé et puis il m'est arrivé la même chose avec mon propre chat à qui on a retiré son territoire extérieur et qui m'a fait aussi un problème de cancérisation. Donc, en ce qui concerne la colère, est-ce qu'un chat peut être tellement en colère qu'il peut en mourir finalement? Oui, pourquoi pas, tout à fait, comme nous, comme les humains. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à des gens qui seraient confrontés au même problème avant que le cancer arrive? Demander tout d'abord, avant un grand changement au sein du foyer ou au sein de l'habitat, consulter son compagnon, lui demander son point de vue. Oui, mais c'est pas nous, là, c'est des jardins qui ne nous appartiennent pas. Ah, ce sont des jardins qui ne vous appartiennent pas. Je parle des chats qui vivent en région parisienne, qui vont se balader dans les jardins à côté. Alors, normalement, si ça fait partie de leur territoire, effectivement, là, nous, on ne peut pas gérer, mais on peut essayer d'expliquer à notre compagnon ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, essayer de voir avec lui comment est-ce qu'il le vit. Prendre l'émotion dès le départ pour lui permettre de s'exprimer. Moi, j'écoute de nombreux chats, des chiens, des chevaux, quand ils libèrent, alors nous parlons de chats, qui libèrent leurs émotions et qui évoluent du coup par la suite et qui ne sont plus axés sur leur problématique immédiate et qui voient les choses différemment. Voilà, ça c'était juste un conseil pour prévenir les gens que quand il y a un changement d'environnement, moi j'avais un peu rigolé quand mon ami m'avait dit ça et finalement ça m'est tombé dessus quelques mois après. S'il y a un changement d'environnement, c'est-à-dire auquel on n'est pas responsable, essayez de discuter avec l'animal plutôt que d'être confronté à ce qui s'est passé et ça va très vite. Dans un
il est très important de toujours expliquer les choses à l'animal. Quand on sait ce qui va se passer, de prévenir. Par exemple, si on sait 15 jours avant que les arbres du jardin d'à côté vont être abattus, ou qu'il va y avoir un changement de propriétaire dans la maison d'à côté, il est toujours bien de prévenir le compagnon animal. Oui, et des fois on ne le sait pas, parce que c'est pas... Voilà, c'est le problème, c'est ça. Des fois on ne le sait pas, Ouais. mais quand on ne le sait pas, on essaye d'expliquer ensuite ce qui s'est passé. Mais quand on sait, on prévient l'animal de ce qui va se passer sur son territoire. Alors, dans votre livre, vous dites aussi qu'il faut le prévenir quand on va partir en vacances. Oui, dans l'idéal, il faut le prévenir de tout. Et notamment des points sur lesquels il est sensible. Si vous savez que votre chat vous est très attaché et que vous avez besoin de partir, mais que vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, eh bien vous lui expliquez le plus longtemps possible à l'avance. Vous expliquez que vous allez partir en avion, en train, dans un lieu où vous ne pouvez pas l'emmener, qu'il va rester sur place ou que vous allez le confier auprès de personnes qui seront attentives à son égard, et vous lui expliquez le plus de choses possible. Et vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas l'emmener avec vous. On peut lui demander aussi s'il préfère venir avec nous quand on a la possibilité. Bien sûr. Ou s'il préfère rester chez lui et être gardé, ou s'il préfère être mis en foyer. Tout à fait. On peut lui demander tout ça, mais pour rester sur le côté de la prévention, si on sait par exemple que notre chat n'aime pas le vétérinaire, là encore, il faut le prévenir le plus en amont possible pour lui dire c'est nécessaire de t'emmener chez le vétérinaire pour les dents, pour ton ventre, pour ceci, pour cela, ou pour une opération. Le prévenir, lui expliquer comment va se passer la séance chez le vétérinaire. Si c'est une opération, s'il doit cesser de manger la veille à 8 heures, il n'aura plus à manger ni à boire pendant toute la nuit, et même le lendemain matin, et qu'à telle heure on ira chez le vétérinaire et qu'il se passera telle opération pour lui, et qu'ensuite on viendra le chercher. Expliquer à l'avance, prévenir, permet de rassurer l'animal parce qu'il sait ce qui va se passer pour lui. Mais est-ce qu'ils n'entendent pas nos pensées? Parce que finalement, nos chats sont tellement proches de nous que quelque part, on a l'impression qu'ils entendent nos pensées. Est-ce que c'est nécessaire de le dire par la voix? Oui, ils entendent nos pensées, et oui, c'est nécessaire de le dire par la voix. Parce que nos pensées, ils les prennent. Mais nous avons beaucoup de pensées. Et ils ne peuvent pas tout prendre. Donc c'est important d'expliquer les choses par la voix, parce qu'on s'adresse directement à lui, alors que dans nos pensées, et on confirme les choses, alors que dans nos pensées, on ne s'adresse pas directement à notre compagnon animal. Donc dans votre livre, la parole est donnée aux chats. Ils n'en sont donc pas l'objet, mais les sujets, des sujets qui disent ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Moi, j'avais un chat qui parlait énormément. Hein. J'avais un chat bavard. Je l'appelais le chat bavard. Il avait une communication... j'ai rarement entendu un chat aussi bavard que lui. Il y a des chats qui parlent quand même. Oui, il y a des chats qui parlent au sein du foyer, tout à fait. Naturellement, à l'état naturel, les chats ne miaulent pas, parce que sinon ils se signalent. Mais les chats habitant au sein d'un foyer, s'adressent à nous et miaulent, avec des différents miaulements, différentes intonations. Donc les adoptants reconnaissent tel ou tel miaulement et ils savent décoder le miaulement. Donc heureusement qu'il s'adresse à nous, parce que c'est son premier moyen, comme nous on lui parle par la parole, lui c'est son premier moyen, le vocal, de s'adresser à nous. Quand ils sont un peu trop bavards, c'est un peu pénible quand même. Ah, ça dépend c'est une autre des adoptants. Histoire. Ça dépend des adoptants, il y en a qui aiment beaucoup. Alors, tu es mon chat, je suis ton humain, disait Montaigne. Il y avait de Beaumarchais qui avait mis autour du cou de son chien « Monsieur de Beaumarchais m'appartient ». Je trouve que c'est une très jolie phrase. C'est pas parce que c'est un animal que finalement on est un maître. Quelle est la relation du maître et de l'animal? Pour moi, ce n'est pas une relation de maître-animal. Pour moi, c'est une relation de compagnon à compagnon. C'est une relation de plus en plus, alors notamment pour le chat, où on ne peut pas lui donner d'ordre. Le chien, on peut lui donner des ordres. Le cheval, on peut lui donner des ordres, mais c'est ce qu'on attend d'eux, parce qu'on attend d'eux souvent des métiers, des activités professionnelles. Mais le chat, en général, je dis parce que ça arrive qu'il ait un travail, le chat, mais c'est lui qui le choisit.
Et quand on utilise le mot maître et le mot par rapport à un animal... Ça fait un peu esclave. Exactement. Et puis, l'adoptant se sent plus dans... Quand il se dit maître lui-même, il se sent plus dans le droit de se défouler un peu sur son animal. L'animal a une conscience, il sait ce qu'il veut, il peut faire des choix. Et donc, il a besoin de ce respect, et notamment le chat. Donc, c'est important de considérer son chat comme un compagnon de vie, puisqu'il est là pour nous tenir compagnie, effectivement, pour nous rassurer, pour nous donner du bonheur, pour nous apaiser, pour qu'on puisse se confier, se libérer, se soulager. C'est un vrai compagnon. Alors, vous dites, remarquons tout d'abord que l'usage de l'expression communication animale pour désigner la communication entre l'homme et l'animal s'avère impropre. Pourquoi ? Parce que communication animale, c'est la terminologie scientifique qui définit les modes de communication des animaux entre eux. C'est-à-dire le vocal, les signes corporels. Il y a des queues qui, évidemment, on sait que les queues bougent, montent, descendent. Chez les écureuils, je crois que chez certains lézards, la couleur change, la couleur du corps change, la couleur de l'appendice caudal change. Donc, il y a tous ces modèles d'expression forment la communication animale. Et nous, alors les animaux, certaines fois, ils communiquent aussi par la pensée. Mais là, c'est une communication un peu spécifique où je fais volontairement une entrée en contact avec un animal non humain, si je puis dire. Et moi, je suis un animal humain. Et c'est pour ça que j'aurais plutôt envie de parler de communication animalière. Communication de conscience à conscience. Vous dites que le célèbre éthologue Boris Cyrulnik aborde cette capacité en parlant de bande passante. Comme s'il y avait une bande passante sur laquelle on pouvait se brancher pour communiquer avec l'animal de manière consciente à consciente. Oui, Boris Cyrulnik lui a parlé de bande passante parce que c'est sans doute le vocable qui lui est le plus conforme à sa façon d'expliquer les choses. Il faut savoir que Nikola Tesla, qui est un physicien très connu, a établi, donc, au début du XXe siècle, l'existence d'ondes scalaires qui émanent du cosmos et qui sont liées à tous les organismes vivants de notre planète. Et ça comprend, selon lui, les rochers, l'eau et évidemment tout ce qui est vivant. Ça va du mollusque aux animaux humains, aux hommes. Ensuite, il y a eu Winfried Schumann, qui est un physicien, en 1950. Il a défini une fréquence qui est à 7,53 Hz, qui est une fréquence qui est entre... parce qu'il expliquait qu'entre 0 et 7 Hz, c'est la fréquence de l'éveil profond, si je ne me trompe pas. Et à partir de 7 Hz, c'est une fréquence plus de communication normale. Alors j'espère que je ne confonds pas les deux. Et il a établi entre ces deux fréquences, entre ces deux bandes, larges bandes, une fréquence à 7,83 qui permettrait de relier tous les organismes vivants de notre planète. Alors, est-ce que c'est sur cette fréquence est-ce que c'est sur cette bande passante que je me connecte pour communiquer avec l'animal? Je ne sais pas, mais il existe plusieurs scientifiques, le psychiatre Boris Cyrulnik s'accorde pour dire qu'il existe une fréquence sur laquelle tout le monde est connecté. Les communicants animaliers ont généralement un ou plusieurs modes de connexion préférés. Certains captent essentiellement par les images, d'autres par des mots ou encore par des ressentis. Autant confirmer tout de suite qu'aucun animal ne sait parler français, japonais ou espéranto. Il s'agit d'une fréquence qui est traduite en mots. Mais c'est pas forcément des sons, ça peut être des images, ça peut être des ressentis, suivant le communicant. Tout à fait. Ou suivant l'animal. Alors les deux. Pour parler juste de l'animal, déjà, les jeunes envoient plus de fréquences.
ils arrivent à... C'est un peu comme le téléphone. Vous parlez à votre combiné, moi je parle à mon combiné. Entre les deux, il y a une ligne. Bon. Chacun parle comme il peut. Le jeune envoie surtout des images parce qu'il est pas encore... Il n'a pas les mots. Il n'a pas les mots. Il ne nous entend pas beaucoup parler, mais c'est pas les mots parce que l'animal ne sait pas parler français ou espéranto. Mais il ne sait pas encore par la pensée cerner suffisamment les choses. Donc il envoie plus facilement des images. Et de l'autre, alors qu'un adulte cerne mieux sa pensée, sa conscience, et envoie moi j'arrive plus facilement à entrer dans un échange de mots parce que l'animal sait plus être concentré et cerner ce qu'il veut envoyer. Et selon l'espèce, les chevaux par exemple ont pour moi une conscience si puissante j'arrive à percevoir un vocabulaire extrêmement noble, une forme de langage bien plus noble par exemple qu'avec les chats. Et pour parler des communicateurs animaliers ou communicants animaliers, tout dépend de la façon dont nous percevons les choses. Il y a les kinesthésiques qui ressentent dans leur corps. Ils ont mal à l'épaule, ils ont mal au cou, ils ont des informations dans leur partie du corps. C'est kinesthésique. Il y a des personnes qui ressentent les émotions. Ils ressentent la colère, la tristesse, la joie, la jalousie, des choses comme ça. Il y a donc bien sûr les clairaudients. Les clairaudients. Et finalement, les mots, parce que sur cette fréquence, tout ce qu'on perçoit, on peut le traduire directement en mots. Et moi, j'arrive à... j'ai d'abord été clairaudient, c'est-à-dire que je recevais d'abord par les mots. Les toutes premières expériences avec mon chat, c'était des mots. Et maintenant, je reçois aussi bien par le kinesthésie que par les émotions, que par les images, que par les mots. Okay, et c'est beaucoup plus simple. Alors, en ce qui concerne l'animal, est-ce qu'il est content d'être écouté? Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il n'est pas surpris? Alors, la prise de contact est très importante. Parce que si vous ne vous présentez pas, il est important de se présenter à l'animal, de dire qui je suis, de la part de qui je viens, pourquoi est-ce que j'entre en contact avec lui, pour qu'il accepte d'échanger avec moi et de me dire ce qu'il ressent. Et est-ce qu'il y a des animaux qui vous disent non? Oui, c'est pas le moment, on revient plus tard. Tout à fait. Il n'a pas envie, ou alors à un moment donné, il dit j'en ai assez, ça suffit. Et il y a des animaux qui refusent la communication. Et il y a des animaux qui viennent alors que vous n'avez pas demandé, qui savent que vous pouvez communiquer, que vous êtes une sorte de canal. Il y a l'histoire de cette chatte qui arrive par la chatière alors qu'elle n'était jamais passée par là. Qu'est-ce qu'on fait de ces chats qui arrivent chez nous? Parce qu'en général, quand on a une chatière, ça s'ouvre sur tous les chats du voisinage. Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces chats-là? Est-ce qu'ils sont là pour visiter ou est-ce qu'ils sont là pour communiquer ou pour enfreindre le territoire de l'autre? Alors il y a tout. Oui, il y a tout, bien sûr. Dans la plupart des cas, chez Monsieur Tout-le-Monde, le chat vient manger dans la gamelle du chat d'à côté. C'est une façon de dire, tu vois, moi je viens chez toi. C'est une façon de houspiller un peu son chat, son colocataire, enfin pas le colocataire, mais le chat d'à côté. Moi j'ai tendance... alors il y a effectivement des chats qui viennent souvent dans mon terrain. Là je ne dis pas qu'ils viennent réclamer à être écoutés. Néanmoins quand un chat vient de façon très spécifique ou de façon exceptionnelle ou qu'il force la chatière alors que cette chatte, l'exemple que je donne là, cette chatte n'avait jamais forcé la chatière. Elle était jamais, elle traversait mon terrain pour visiter les terrains d'à côté, mais elle n'était jamais rentrée. Et donc j'ai décidé de l'écouter parce que ce jour-là, elle était rentrée, elle a forcé, elle a miaulé. Elle signifiait vraiment quelque chose. Donc elle signifiait vraiment le besoin d'être entendue. Donc tous ces chats qui viennent chez nous, faut les laisser passer parce que la plupart du temps, ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais s'ils montrent d'une façon spécifique quelque chose, c'est qu'ils sont en attente.
Alors ils ont conscience des mots, ils sont capables de chercher des mots pour s'exprimer correctement. C'est-à-dire ne pas se tromper de mots, parce que forcément ça change tout le sens de ce qu'ils ont à dire. Ça voudrait dire qu'ils ont comme un vocabulaire. Oui, en fait ils ont une conscience, ils ont une capacité de formuler des pensées. Et moi quand j'envoie, par exemple, quand je fais une proposition de mots pour mieux cerner ce qu'ils ont à me dire, en même temps que que je donne le mot, j'envoie la signification du mot par ma pensée. Et c'est ça qu'ils captent. Et si ça ne leur correspond pas, ils me disent non, c'est pas ce mot-là qui me convient. C'est autre chose. Alors vous les captez, vous écrivez, vous parlez, comment ça se passe? Oui, je note parce que dans mon activité, je promets la retranscription en fait à l'adoptant de la communication. Donc tout ce qui se passe entre moi et l'animal ne m'appartient pas, il appartient au compagnon animal et à l'adoptant. Donc je retranscris tout et je donne et j'envoie. Mais vous parlez à haute voix? Non. Quand je suis en communication avec l'animal, je suis vraiment en méditation. Un peu comme dans la psychophanie, etc., où on retranscrit, mais sans la parole, c'est-à-dire un peu comme on travaille sur un ordinateur. Mais oui, voilà. Sauf que moi, je suis sans l'ordinateur. Oui, ça revient au même. Voilà, ça revient au même. Moi, c'est une écriture, alors. Moi, j'écris avec mes mots. Enfin, avec mes mots. D'accord. J'écris ce que j'entends, je note les questions que je pose. Et je note quand il y a des sensations, je les note. Et tout par la pensée. Et tout par la pensée. C'est-à-dire que l'animal n'entend pas votre voix. L'animal n'entend pas ma voix, puisque l'animal n'est pas à côté de moi. Alors ça voudrait dire, pour en revenir un peu au début de l'émission, que si on a des messages à faire passer à nos animaux, on n'est pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous ne vous concentrez pas à l'attention... C'est mieux de parler, parce que finalement, quand on parle, on est obligé de mettre des pensées plus claires. Voilà. Pour notre animal de compagnie. Exactement. Vous avez dit les bons mots. On a des pensées plus claires. Alors, et surtout, on est concentré à l'attention de l'animal, de compagnie. Si on a juste, j'emmène Théo, on part en vacances demain. Il faudra que tu sois dans ta caisse. Il faut que je prépare la caisse, c'est-à-dire on n'est même pas en train de s'adresser à lui, mais on s'adresse à nous, ça va plus. Ça va plus, il faut s'adresser à lui. Et c'est beaucoup plus simple de s'adresser au compagnon animal en lui parlant à lui. Et lui, il le perçoit vraiment comme une prise en compte, parce que on le regarde, on parle devant lui, on le regarde, on le caresse, on s'occupe de lui en même temps. Donc c'est une vraie prise en compte. Alors que si on est dans notre petit coin avec nos pensées, c'est pas une prise en compte du compagnon. Oh ma petite chatte, continue de faire semblant de m'écouter, même si tu ne piges pas. Traverse pas, fais gaffe aux grosses voitures, reste à la maison. Tu vois dans le noir, mais t'as besoin de moi. Petite, toute petite, toute petite, toute petite. Deuxième partie de l'émission, nous sommes toujours avec Flore de Clercq. Que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions? Ils sont en train de nous répondre à plein de questions que nous posons nous, mais dont ils nous donnent des clés. Dans cette deuxième partie, Flore, la réputation d'animal indépendant, elle est un peu remise en compte. C'était un peu ce que vous disiez à la fin de cette première partie en ce qui concerne le fait qu'il faille les prévenir de nos déplacements, d'un tas de choses. Et là, il y a une communication que vous écrivez dans votre livre. C'est un chat qui dit je sais que H est le nom la lettre que vous utilisez pour les propriétaires des chats. Je sais que H m'aime, mais je ne m'en satisfais pas. J'aimerais qu'on fasse des choses toutes les deux. J'aime quand elle me parle, quand elle me raconte des histoires, me câline. Et je m'ennuie tellement quand elle n'est pas là. Donc c'est important de se rappeler que un chat, c'est pas un objet non plus, qu'il a besoin de câlin, qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui ou d'elle. C'est un peu un problème parce que quand on rentre fatigué, qu'on a autre chose à faire et qu'on essaye de dire il me reste une chatte, moi, que j'essaye de lui dire que je suis fatiguée, que j'ai pas la force et tout, ça ne l'empêche pas de me réveiller la nuit pour essayer de jouer. Donc comment on fait dans ces cas-là, quand un chat veut pas comprendre? Peut-être parce que le soir, en arrivant,
c'est peut-être tout aussi simple de prendre du temps avec. En s'asseyant, le compagnon chat vient auprès de vous, faire des câlins, et prendre le temps en rentrant, même fatigué, on s'assoit. Je suis fatiguée, si tu veux un câlin, viens me voir, on va le faire maintenant. Parce que tu sais, la nuit, moi j'ai besoin de dormir tellement je suis fatiguée. Et si tu me réveilles, eh ben, j'aurai encore moins d'énergie le lendemain pour te consacrer du temps et moins d'énergie le matin pour te consacrer du temps. Donc moi, dans l'idéal, ce que je préférerais, c'est que tu viennes avec moi là, maintenant que je viens d'arriver, qu'on se repose, que tu viennes sur mes genoux, qu'on fasse un câlin. Et demain matin, quand j'aurai bien dormi, parce que tu m'auras laissé dormir, tu peux dormir à côté de moi si tu le veux, mais quand tu m'auras laissé dormir, je serai plus en forme demain matin pour te faire un vrai câlin avant que je m'en aille. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Je pense que c'est une bonne proposition à adopter. Alors, vous dites, notre monde d'adoption actuel nous amène à décider de presque tout pour eux. L'habitat, le type d'alimentation, les soins, la capacité de procréer, le degré d'affection, l'accès à l'extérieur, jusqu'à même parfois l'emplacement de leur couche. Alors que ils attendent notre retour en fin de journée ou après des semaines solitaires. Ils supportent nos jeux trop insistants, nos caresses parfois indésirables, nos absences et se laissent manipuler chez le vétérinaire. Tout cela majoritairement avec de grandes docilités. C'est vrai que quelque part, on en fait un peu ce qu'on veut de ces chats-là. Donc en ce qui concerne l'indépendance, on se demande où elle est quand même. Oui, pour moi, un chat n'est pas plus indépendant que... Le chat adopté n'est pas indépendant, il est très dépendant de nous. Il a trouvé son confort chez nous. Vous faites la différence entre 3 sortes de chats. Le chat qui vit à l'intérieur et qui n'en sort pas, le chat qui vit à l'intérieur mais qui a une porte de sortie, et le chat qui, lui, est complètement sauvage. Enfin, sauvage, c'est-à-dire autonome, c'est-à-dire qui... Les 3 modes, quand j'écoute ces chats ils ont vraiment des réactions adaptées à leur mode de vie. Et c'est vrai que je ne peux pas... je suis obligée de prendre en compte le mode de vie de l'animal. Il y a des... Parce que s'il ne vit que en intérieur, sa référence unique sera son foyer intérieur. Pour le chat autonome, il va avoir beaucoup plus... ses références, ce seront la vie à l'état naturel. Donc le chat autonome viendra quand même chercher peut-être à manger auprès de l'homme parce que c'est une facilité, de rechercher un peu de chaleur, mais sa référence à lui, c'est l'autonomie, c'est la liberté. Oui, vous avez donné le nombre de chats qu'il y avait en 2011, je ne sais plus, c'était combien? Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a 13 millions de chats. Oui, ça ne m'étonne pas, il y a plus de chats que de chiens. Oui, c'est reconnu maintenant. L'importance des enfants, d'avoir des animaux pour les enfants. Quand on a vécu avec des animaux étant enfant, on a beaucoup de mal à ne pas vivre avec des animaux étant adultes. Oui, et même adulte, à partir du moment où on a eu un compagnon animal, on ne peut plus vivre sans. Parce que on se rend compte à quel point un compagnon animal apporte une âme de plus dans la maison. Et une âme qui est très à l'écoute, une âme qui est dévouée, une âme qui est qui nous soutient et qui renforce notre confiance en nous. Un animal dans un foyer apporte, je pense, beaucoup de joie, beaucoup de détente, beaucoup de confiance et d'apaisement. Alors, est-ce qu'on a le droit d'en avoir qu'un? Est-ce que c'est pas mieux quand ils sont 2, au moins 2? Alors, tout dépend du chat concerné. Ouais. Parce que y a des colocataires, il y a des chats qui vivent à plusieurs et qui sont absolument ravis. Dans les fermes, ils sont 15 chats, ils vivent tous ensemble, ils sont accroupés les uns à côté des autres, ils se soutiennent. Moi, ma chatte, je lui ai demandé plein de fois, mais t'es sûre que tu veux pas un autre compagnon? Et elle refuse. Non, je ne veux pas, je veux être toute seule avec vous. Parce qu'elle a perdu son premier compagnon. Non, je l'ai eu après. Après, quand Néo est parti, on a fait une grande pause parce que nous étions très attachés à ce chat extraordinaire. C'était un chat, on lui expliquait juste une fois les choses, il en prenait compte, il écoutait, il en tenait compte, il obéissait. C'était juste...
On lui expliquait tout. Et nous étions vraiment en lien, comme si c'était un adulte au sein de notre foyer. En fait. Il avait sa vie, il était entier, il faisait ce qu'il voulait. Mais au sein du foyer, on expliquait, on échangeait, on se disait ce qui se passait. Il y a cette histoire dans votre livre de ce couple de chats qui vivaient pas ensemble, mais qui étaient comme un couple. C'était une amie. Et quand l'un est mort, l'autre l'a suivi. Alors je me souviens plus de cette anecdote. C'est un chat qui nous a quittés et l'autre de chagrin l'a suivi. Oui, ça arrive. Tout à fait. Et alors ça m'a fait penser, je vais encore parler d'une histoire personnelle, mais je pense que les auditeurs et les auditrices vivent un peu la même chose que nous. C'est que quand Pacha est parti, à un moment, quand j'ai vécu à la campagne, il y avait une autre chatte qui vivait avec nous, mais qui n'était pas ma chatte, que je n'ai pas amenée en région parisienne. Et dans le même mois, exactement de la même façon, est morte l'autre chatte avec laquelle on avait vécu. Comme s'ils étaient liés par un lien plus qu'invisible, c'est-à-dire... et c'est étrange parce que cette chatte, je pensais qu'elle était déjà morte, parce que je ne l'avais pas vue pendant 1 an. Et l'année avant qu'ils meurent tous les deux, elle est venue me faire un coucou, très vieillissante, en me disant, tu vois, je suis encore là. Et j'ai appris qu'elle est morte la même semaine que lui. S'il y a des choses comme ça... alors qu'ils sont à 200 km l'un de l'autre. Oui, effectivement, je revois l'anecdote dont vous me parliez. Il y a des chats qui sont très... Enfin, comme tous les humains, il y a des humains qui sont très attachés l'un à l'autre. Et quand on est très attaché à quelqu'un, il y a des deuils qui sont impossibles. Et un deuil difficile... plus d'autres difficultés personnelles fait que on a envie d'accélérer la mort. Et là, on va un peu vite vers la fin du livre, mais c'est vrai que les chats connaissent le deuil, comme les éléphants, comme les chiens, comme les chevaux, comme les delphinidés, les corvidés, comme toutes les espèces. Et il y a des deuils qui sont impossibles à faire. Ça, c'était le cas dans votre livre, mais en ce qui me concerne, je l'appelais tire-bouchonne parce qu'elle avait une queue en tire-bouchon. J'ai rarement vu des chats comme ça. Et en ce qui concerne Pacha, je veux dire, ils n'étaient pas au courant l'un et l'autre qu'ils mouraient. Alors, s'ils s'appréciaient et qu'ils se connaissaient, même s'ils se voyaient peu, peut-être. Peut-être qu'ils étaient branchés à un autre niveau, c'est ça. Peut-être qu'ils étaient branchés à un autre niveau. Peut-être que quand Pacha est décédé, il s'appelle. Moi, je sais qu'il y a 2 chats. Je me rappelle une anecdote. 2 chats du même voisinage, de la même maison, qui, quand la chatte, il y avait un mâle et une femelle. Quand la femelle est décédée, j'ai écouté donc Mystère, le mâle, quelque temps après, et il me disait je suis appelé par là-haut. Mais je ne suis pas pressée de partir. Et effectivement, il n'est pas parti, mais il me disait, je suis appelée. Donc effectivement, peut-être que quand les chats sont très copains, celui qui décède appelle, peut-être l'autre. Peut-être qu'ils ont envie de partir ensemble, voilà. Peut-être qu'ils ont envie de partir ensemble. Enfin, c'était très étrange. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Les chats nous amènent à tout un tas d'histoires sur lesquelles nous-mêmes, que disent les propriétaires de chats quand ils se posent les bonnes questions sur ce qu'essayent de nous dire les chats en communication non verbale. Alors, ce que j'ai aimé aussi, parce que ça me parle beaucoup, il y a un chat qui vous dit « Il y a trop d'objets dans cette maison, ça manque d'espace. » Un chat a besoin d'espace pour se mouvoir aisément. C'est ce que je vais essayer de donner à Cali, celle qui reste en vie, parce que franchement, elle n'a pas trop d'espace chez moi, c'est pas très grand, donc je vais essayer de lui faire quand même au moins des choses à elle. Qu'est-ce qu'on fait avec le chat qui reste? Alors, celui qui est plus jeune, moi, il reste une petite chatte qui a été élevée par Pacha, qui a été trouvée et élevée par Pacha, qui n'a pas connu sa mère, enfin bon, une sorte qui ne veut pas que d'autres chats rentrent, c'est l'histoire de la chatière aussi, et qui a perdu pratiquement son autonomie, qui sort pratiquement plus alors qu'elle sortait avant. Qu'est-ce que je peux faire avec elle pour... ça va faire 1 an qu'il est parti. L'écouter déjà parce que pour libérer ce qu'elle ressent par rapport au décès de ce compagnon Pacha. Surtout qu'elle l'a pas vu parce que elle n'était pas là quand le vétérinaire est venu faire ce qu'il avait à faire. Donc elle n'a pas compris. Est-ce que vous lui avez expliqué?
J'étais tellement mal avec ce qui m'arrive avec Pacha, je veux dire que j'ai pas tellement fait attention à la D'accord. deuxième. Alors- J'étais trop... Alors du coup, elle a ressenti votre douleur, elle a ressenti vos perturbations émotionnelles et donc elle a bien compris que Pacha était décédé. Mais elle a dû garder une confusion et peut-être pas assez de clarté pour pouvoir se positionner par rapport à ça. Donc au bout d'un an, elle a bien compris que Pacha n'était plus là, qu'il était mort. Et peut-être qu'elle essaye, en ne sortant plus, de se rassurer à l'intérieur du foyer. Peut-être qu'elle essaye aussi de vous consoler. Je ne sais pas, c'est des suppositions. Ce qui est important, c'est déjà écouter son vécu à elle. Qu'est-ce qu'elle a compris de ce moment difficile où Pacha a dû être euthanasié. Et comment est-ce qu'elle le vit aujourd'hui. Est-ce que vous me disiez faire plus de place? Effectivement, peut-être faire plus de place dans votre cœur, si c'est ça que vous vouliez dire. Après, dans la maison. Dans la maison. Mais si c'est dans la maison, il faut voir si c'est son besoin. Là, c'est le besoin de cette chatte-là. Besoin d'espace, elle le dit clairement. Pour se sentir plus à l'aise. Est-ce que c'est le besoin de votre chatte? Alors, par exemple, l'endroit, il y avait plein de coussins, couffins, où ils se couchaient tous les deux en amoureux, bras dans les bras. Donc tout ça, elle n'y est plus jamais allée. Donc je les ai retirés. J'ai retiré une des deux caisses pour faire les besoins, parce qu'ils avaient chacun leur caisse. Mais je me demande si maintenant je ne devrais pas lui refaire une place quelque part. Oui, alors là, oui. Lui repréparer une place rien qu'à elle. Tout à fait. Ça, je suis d'accord avec vous. Ouais, parce que bon, je me suis vue les coussins vides, ça prenait de la place. Je veux dire, des coussins. Pacha avait des espaces partout. Lui, il avait demandé à avoir ces espaces partout, et elle le suivait. Donc, et quand j'ai vu qu'elle ne retournait plus dans aucun des espaces, j'ai pris la place, moi. C'est-à-dire, je me suis un peu. Oui, vous avez eu raison. Mais effectivement, il faut, il est important de lui demander. Ou de lui remettre un arbre à chat. Lui remettre un arbre à chat, quelque chose pour elle. Ouais. Lui redonner effectivement une place à elle. On va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après sur l'antenne d'IDFM. À pas de velours, il vole l'amour. C'est un chat. Il aime les lumières De la nuit, il avance en dansant, souplement, doucement. Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM où nous parlons des chats, de nos chats, où je raconte un peu ma vie aujourd'hui, mais je pense que ça parle à beaucoup de personnes, et puis on ne sait jamais, ça peut vous arriver, des histoires comme ça. Que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions aux éditions du Courrier du Livre avec Flore de Clercq, qui est communicante animalière. On parle de la mort souvent dans nos émissions, donc Au-delà du miroir. Donc les chats ont conscience de la mort. Oui. Alors que je ne sais plus quel philosophe disait qu'il n'avait aucune conscience de la mort, que ce qui différenciait l'animal de l'homme, c'est que nous, on avait conscience de la mort et pas eux. Ça, c'est un prétexte pour maintenir l'homme sur un piédestal, sur une position supérieure aux animaux. Ça, c'est une réflexion philosophique qui émane directement de la religion chrétienne, où seuls les hommes avaient une âme, et encore pas tous les hommes à l'époque. Souvenez-vous, sous l'Inquisition, les Noirs n'avaient pas d'âme, les Indiens aborigènes n'avaient pas d'âme. Et les enfants ne souffraient pas. Les enfants ne souffraient pas, donc tout cela fait que les philosophes ont longtemps dit que c'est tellement convenable, plus rassurant de se dire que seuls les hommes ont une conscience, ont une âme, et seuls les hommes connaissent la mort, parce que ça nous met en supériorité par rapport aux autres. Et toute cette philosophie est totalement maintenant déniée par les éthologues, qui confirment que les animaux connaissent la mort, connaissent le deuil, vivent le deuil. Dans les abattoirs, par exemple. Alors dans les abattoirs, les animaux savent où ils arrivent, ils savent qu'est-ce qui leur attend, qu'est-ce qui les attend, et c'est pour ça que certains se rebiffent. Alors il y en a qui sont d'accord parce que ils ont compris tout au long de leur vie que
Ils étaient là pour donner à manger aux hommes. Souvenez-vous, dans les traditions chamaniques, ou même dans toutes les tribus proches de la nature, quand on chassait un animal, on le priait d'abord. On priait, on lui disait, on priait l'animal pour le remercier de sacrifier sa vie pour nous nourrir. Donc il y avait un échange préalable. Sacré sacrifice. Exactement, tout à fait. Et on a perdu ce sens du sacré avec cette industrialisation et les animaux se rebiffent, tout simplement. Et il y en a qui fuient. Il y a même une vache en Hollande récemment qui a fui l'abattoir. Une vache ou un bœuf, je ne me souviens plus. Ils l'ont laissé en vie. Ils l'ont laissé en vie parce qu'ils ne l'ont pas retrouvé surtout. Il a fui. Ou elle a fui. Non, ils l'ont retrouvé dans la ville, je crois. Ah, ils l'ont retrouvé dans la ville, oui, finalement, les habitants ont dit, mais laissez-la vivre, laissez-la vivre. Parce qu'elle je refuse. dis ça, mais je crois que Voilà. j'avais lu ça. Et donc, les chats, en l'occurrence, peuvent accélérer la survenue de la mort ou la faire reculer. J'ai l'exemple d'une chatte qui s'était retrouvée paralysée. Le vétérinaire n'a pas su expliquer pourquoi, quel poison elle avait absorbé, ou si c'était un serpent ou quel animal l'avait piqué pour la paralyser ainsi de tous les membres. Et elle avait été du coup prise au sein du foyer, d'un foyer qui la nourrissait, l'abreuvait. Et elle était radieuse parce que c'était une chatte autonome. Elle était ravie d'être là. Sauf que ce foyer qu'il avait recueilli pour l'aider à survivre devait fermer ses portes de vacances. Et la chatte a fini, alors qu'elle était en pleine forme, elle était juste handicapée, mais elle était en pleine forme et elle est morte. Elle s'est laissée mourir. Elle mangeait, mais elle est morte. Elle a accéléré la survenue de la mort parce que elle n'allait pas survivre à l'extérieur. Seule. Alors, il y a ce chat Casper qui parcourt sa ville en prenant le bus. Assez intéressant. Il y a aussi Oscar, Medium, on avait fait une émission là-dessus, vous la retrouvez sur YouTube. Oscar qui était dans un... Il est mort depuis, là, il n'y a pas longtemps, Oscar. Ah, voilà, d'accord. Mais Oscar, c'est le chat qui s'occupait dans les maisons de retraite d'Alzheimer, ouais. De passer les personnes. Ce chat qui passerait l'âme aussi des gens, qui les aiderait à monter vers autre part. Ouais. Alors j'ai écouté ce chat, parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait exactement, puisque le médecin gériatre de cet hôpital américain ne savait pas quel était son vrai rôle. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que ces patients Alzheimer, pour bien monter au ciel, pour que l'âme, ils avaient besoin d'un accompagnement pré-décès. Il fallait que... et donc il avait un rôle d'harmonisation des chakras, peut-être pas des chakras parce qu'ils étaient en train de s'éteindre, mais d'harmonisation de l'unité de l'âme qui était manifestement perturbée par la maladie. Et donc lui voyait que les chakras s'éteignaient, que c'était le moment donc d'aller s'allonger sur cette personne pour réunifier, pour faire en sorte que l'âme puisse monter bel et bien. Oui, les chats guérisseurs font ça, ils se couchent sur les gens, pas sur n'importe qui, mais... Troisième exemple, issu d'un documentaire que j'ai visualisé dans les années 2000, c'est vous qui parlez dans votre livre. Aux États-Unis, un chat avait pris pour habitude de se poster à l'entrée du restaurant de son propriétaire. Mais quand il fut privé de cette activité, il déprima puis se laissa dépérir. Ne sachant que faire, le propriétaire lui redonna sa place d'hôte d'accueil au restaurant, ce qui lui redonna le goût de vivre. Il y a des restaurants, il y a des cafés à chats à Paris. Oui, mais alors là, c'est pas la même chose, parce que dans le bar à chat parisien, on va boire un thé et des chats se promènent dans le bar à chat. Là, c'est pas le cas. Là, aux États-Unis, le chat était à l'extérieur. Ah, il était à l'extérieur. Ah, d'accord. Il était dehors et il faisait le groom. Il faisait pas le groom parce qu'il poussait pas la porte. Mais il voulait accueillir les clients
de ce restaurant. C'était son travail. C'était son travail. Et là, Et forcément, les gens s'arrêtaient en voyant un chat là, mais qu'est-ce que tu fais là? Et ça les faisait rentrer dans le restaurant. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était peut-être... mais en tout cas, lui, il faisait chat d'accueil et c'était son activité principale. Et j'en parlais là parce que, comme je parlais d'Oscar, parce que Maslow a déterminé trois niveaux de besoins, les besoins primaires, qu'il s'agit de respirer, de manger pour vivre, les besoins secondaires, les relations sociales, et également les besoins tertiaires qui relèvent de la réalisation de soi. Et pourquoi les animaux n'auraient pas la nécessité de satisfaire ce troisième niveau de besoin? Et c'est pour ça que je citais et Casper qui parcourt la ville En bus. et en bus. Et pourquoi il part? Et Parce qui qu'il se part trompe pas pas, sans- et qui se trompe pas de ligne. Oui, il se détend, il satisfait son besoin de voyage, parce qu'il ne fait pas pipi Extraordinaire. partout. S'il voudrait, Et si il la prend- ville était son territoire, bah, il irait dans la ville, il pisserait partout. Mais là, c'est pas le cas, il visite. Il fait simplement de la visite, il satisfait quelque chose intérieur. Oscar avait certainement une très grande empathie et satisfaisait un besoin intérieur d'accompagner ces personnes. Et là, pareil, bah, ce chat, eh ben, il avait besoin d'être présent, d'accueillir les clients de son compagnon humain qui était propriétaire de ce bar ou de ce restaurant. Alors, des chats d'accueil, des chats bavards, des chats beauté, des chats badards. Il y en a beaucoup des chats. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission? Vous faites des consultations? Alors, je fais des consultations, tout à fait. Il suffit de me contacter à écoute.soins@gmail.com. Si vous tapez écouter soins sur internet, vous me retrouvez, ou en tapant mon nom, vous retrouvez facilement blog. J'ai un site web également. Donc c'est facile de retrouver Facebook. Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle de conscience à conscience, écoute animalière. Donc là aussi, c'est facile de me retrouver. Et puis à mon nom, tout simplement, et je consulte. Alors essentiellement à distance, parce que ça facilite quand même beaucoup la vie et de nos compagnons chats, parce que sinon il faut les déplacer, et ils n'aiment pas souvent. Et puis... Comment ça se fait alors par Skype? Le chat est là? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Bah, on m'envoie la photo. On m'envoie la photo avec les questions. Et moi, je rentre en échange, en communication avec l'animal. Et alors, je ne respecte pas l'ordre des questions. J'ai bien compris, soit par échange téléphonique, soit par échange courriel, les interrogations de l'adoptant. Et je communique comme on a communiqué aujourd'hui. On se pose des questions, on répond, et l'animal est libre comme ça. Et au fil et à mesure de notre conversation, j'arrive à lui faire parler et à répondre aux questions que se pose l'adoptant. Alors je suis curieuse, mais là par exemple, vous auriez envie d'appeler, je ne sais pas, Félix, parce que la propriétaire de Félix vous demande de rentrer en communication avec Félix. Alors donc, vous vous branchez sur Félix et il n'est peut-être pas obligé de répondre tout de suite, ou est-ce qu'il est tout de suite disponible? Dans la plupart des cas, ils sont souvent disponibles. Ils sont tellement contents d'être entendus, qu'on vienne les voir, qu'on leur dise, tu sais, je suis Flore, je viens de la part de Joël par exemple, pour savoir ce qui se passe, comment tu vis aujourd'hui, ce qui se passe en toi. Ils sont tellement contents qu'ils n'attendent pas demain. Ils répondent assez vite. Il n'y a que les bougons ou les solitaires. Alors après le contact, il est immédiat ou pas immédiat. Il est timide, il tourne un peu autour du pot. Ceux qui sont très sociables, ils arrivent tout de suite. Hier par exemple, j'avais des colocataires à écouter. Donc j'ai écouté la première. Voilà, ils étaient deux. Donc j'ai écouté la première parce que c'est elle qui m'a sollicité la première. Et le deuxième, quand je suis entrée en communication avec lui, il m'a fait « Ah, vite, j'étais impatiente de communiquer avec toi, moi aussi. » Donc ça, c'est très rigolo. C'est très, très rigolo. Donc vraiment, globalement, dans 95% des cas, ils répondent tout de suite. Mais dans 5% des cas, il faut revenir faire toc-toc quand ils sont plus disponibles. Et les chats sauvages? On va terminer cette émission, Flore, de Claire, c'est Clercq,
Que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions aux éditions du Courrier du Livre? Quel serait le message que vous voulez donner pour terminer l'émission? Le message que j'aimerais donner, c'est expliquer, prévenir vos compagnons. Les écouter nous-mêmes aussi. Hein. Les écouter nous-mêmes et toujours les prévenir, leur expliquer les choses, mais expliquer tout. C'est très important parce que votre relation à l'animal, avec votre compagnon, va s'améliorer. Quand vous partez, vous prévenez, vous dites je pars, je reviens ce soir à 8h après mon travail. Et je serai là pour tout. Et leur accorder toujours un espace de temps à eux. Et ça, c'est vraiment les 3 points, je dirais, importants dans sa relation à l'animal. Que ça soit un chat, que ça soit un chien ou un autre. Parce que vous manifestez une prise en compte réelle. Oui, ils existent. Voilà. Être convaincu qu'ils vous comprennent. Et être convaincu qu'ils ont une conscience. Ça, c'est clair. Voilà, ça c'est vraiment des points importants. Et respecter leur individualité, respecter leur conscience, respecter leur mode de vie. Ça, c'est vraiment des points qui sont importants pour moi. Une citation? Alors, j'ai trouvé une citation que j'aime beaucoup, qui vient d'une philosophe qui s'appelle Donna Haraway, qui est philosophe et elle est diplômée de zoologie et de philosophie. Elle dit « Il nous faut apprendre à rencontrer les animaux comme des étrangers pour désapprendre toutes les suppositions idiotes qu'on s'est forgées à leur sujet. » Voilà. Et ce livre, je l'ai écrit pour que nous réapprenions à redécouvrir notre compagnon, celui qui nous accompagne, et lui redonner sa place de sujet et pas sa place d'objet, et lui redonner la parole quand il y a des décisions à prendre qui le concernent. Merci beaucoup, Fleur de Clerc. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci.